Après, les questions de pensée visuelle, de pensée schématique ou diagrammatique, la question des proformes et des transferts, la question des catégories, des paramètres. Nous allons entrer un peu plus dans les questions de grammaire, avec 3 points principaux. La question de l'ordre des signes, des règles de la syntaxe en général, et des questions qui restent en débat pour l'analyse de la langue des signes. Pour ce qui est de l'ordre des signes, nous allons simplement voir quelques règles de base. Si on prend cet exemple, donc on voit un personnage qui avance dans une forêt, ou entouré d'arbres. En langue des signes, on va faire simplement d'abord le signe forêt, arbre, comme ça. Ça c'est un arbre, et donc une multiplication d'arbres, comme ceci. Et on voit, là en l'occurrence, le signe promener, qui se fait comme ceci. Bon. D'autres formes d'expression seraient possibles, mais bon, c'est une des expressions les plus simples. Dans cette phrase, on voit que, comme en général en langue des signes, le lieu précède l'action. Un autre exemple, on voit un couple qui se promène dans une rue. En langue des signes, une des manières d'exprimer ceci, c'est la séquence suivante. On voit le signe ville, 2 personnes côte à côte. En l'occurrence, là le locuteur a rajouté le signe marié pour indiquer un couple. Et donc à nouveau le signe promener. Donc là il est question du lieu, ensuite des personnages et à la fin de l'action. Ce qui est l'ordre habituel en langue des signes. Un autre exemple, le signe livre, le signe romain et le signe lire, le verbe lire. En général, l'adjectif et le complément de nom suivent le nom auquel il se rapporte. Là, c'est un livre sur les Romains. Donc d'abord le livre et ensuite sur les Romains, ou par rapport aux Romains. Un autre exemple, donc un personnage qui mange un sandwich. Une des manières de l'exprimer sera la suivante. En premier, le signe sandwich. Ensuite, à désignation de l'intérieur avec du jambon, des tomates et de la salade. Et à la fin, le fait de manger le sandwich. On voit à nouveau donc l'objet en question, le sandwich, la description avec les différents éléments du sandwich, et à la fin de l'action, le fait de manger le sandwich. Un exemple un peu similaire avec une tarte aux pommes. En premier, le signe gâteau. En deuxième, la forme triangulaire de la part. Ensuite, le signe pomme. Le signe des tranches de pommes qui sont alignées sur la tarte. Et à la fin, le fait de manger la tarte. Donc on voit en premier le signe générique gâteau, pour indiquer de quoi il s'agit. Ensuite, la description du gâteau avec sa forme et son contenu. Et à la fin, donc l'action, le fait de manger la tarte. Donc là encore, c'est la manière habituelle de signer ce type de phrase. Donc le nom, puis les compléments, en l'occurrence la description, et à la fin l'action. Un autre exemple, pour une question de basket. Une des formes d'expression de cette situation. D'abord le terrain, basket. Ensuite le fait de taper dans la balle, de lancer la balle en l'air. Et à la fin, on voit la balle qui passe dans le filet. Donc on a le lieu, le thème, l'action et à la fin le résultat de l'action. Une autre règle que l'on a déjà vue, là on voit un personnage d'une personne qui lit un livre. Donc en langue des signes, on va toujours désigner en premier le livre
et en deuxième, le verbe lire, orienté vers ce que l'on lit. Donc, pour ce qui est des verbes directionnels, on signe toujours au préalable, ce vers quoi il est orienté, pour pouvoir orienter le verbe. Si on fait le verbe lire de manière neutre, donc devant soi, et qu'on passe le livre sur le côté, par exemple, c'est illogique visuellement. Donc il faut savoir où est le livre pour pouvoir placer le verbe. Après, il y a beaucoup d'autres règles, comme par exemple la question du conditionnel. Ici, on voit le personnage qui fait la pluie avec les sourcils relevés, en l'occurrence s'il pleut, et la conséquence c'est je reste. Ou s'il pleut, il n'y a pas, c'est-à-dire s'il ne pleut pas, je sors. Donc, en général, la proposition conditionnelle, avec les sourcils relevés, précède toujours la principale. En plus de ces questions de base sur l'ordre des signes en langue des signes, interfèrent d'autres questions un peu plus complexes, comme par exemple les questions d'économie linguistique. Vous savez qu'une tendance lourde, fréquente pour toutes les langues, c'est la manière de s'exprimer de manière plus condensée, plus rapide, plus simple, avec des figures de style comme l'apocope ou la phérèse, qui consiste à simplifier des termes en les tronquant, en enlevant une partie au début, à la fin. Ce type de construction existe en langue des signes. Très souvent, des signes qui sont créés, des néologismes, au départ sont relativement développés, et au fil du temps, ils se rétrécissent, ils se raccourcissent, ils se simplifient pour être plus rapides, plus simples à signer. Bon. Une autre question de type d'économie linguistique, c'est justement par rapport à l'enchaînement des signes. Lorsque deux signes ont la même configuration de la main, la tendance c'est de les rapprocher pour garder la même configuration et éviter de complexifier l'expression en langue des signes. Par exemple, on a vu pour le verbe manger par exemple, qu'il est possible que le verbe prenne la forme de l'objet qui est mangé ou de l'instrument avec lequel il est mangé. Là, dans le dessin, on voit le signe pomme et manger. Là, le verbe manger gardera la forme du signe pomme. Donc, la logique veut que, en économie linguistique, que les deux signes se succèdent immédiatement, parce qu'il n'y a pas besoin de changer la configuration de la main entre les deux signes. C'est pomme, manger. De même pour l'orientation, de même pour les autres paramètres. Un certain nombre d'ordres des signes sont liés au fait de conserver le même paramètre parce que ça permet une expression plus simple, plus fluide. Voilà. Maintenant, si on prend un peu de recul sur les règles de base de la syntaxe de la langue des signes. On peut distinguer différents ordres, différentes explications sur cette syntaxe. Toutes les questions d'organisation visuelle, de logique visuelle, de technique visuelle et d'expression gestuelle. Ainsi, nous avons vu que toute la langue des signes est organisée par rapport à la perception visuelle et à la pensée visuelle. Et donc, il y a toute une organisation visuelle de la langue des signes. En premier, il y a donc toute la question de l'espace de signation, l'espace où l'on exprime les signes, qui sont organisés de manière schématique, avec par exemple ce qui est le plus important au centre et ce qui est secondaire en périphérie, avec un ordre du discours qui suit en général l'ordre logique, avec un ordre qui en premier présente la situation avant de décrire l'action qui s'y déroule,
ou encore avec les questions de hiérarchie, qui est très présente dans l'organisation spatiale, avec donc tout ce qui est président ou directeur ou autre en hauteur, et tous les autres échelons qui se déclinent vers le bas. Toute une question d'ordre visuel, comme par exemple on décrit toujours le fond avant les figures qui s'y trouvent, tout ce qui est grand avant ce qui est petit, tout ce qui est stable avant le déplaçable, le cadre avant les personnages, le contenant avant le contenu, le déjà là avant le nouveau, ou le tout avant la partie. C'est une logique visuelle de description des objets, des situations, des personnages, etc. Et puis il y a tout ce que l'on a vu sur les transferts de situation, avec tous les mouvements qui peuvent être indiqués dans l'espace de signation. Ensuite, il y a aussi l'organisation visuelle du temps, comme on l'a vu avec les lignes du temps, comme le temps subjectif, le temps objectif, ou encore le temps calendaire. Le fait de, en la plupart du temps, indiquer le cadre temporel avant les actions qui s'y déroulent. Éventuellement, au cours du discours, on peut rajouter des indications temporelles si c'est ponctuel, si c'est une information supplémentaire qui vient au fil du discours. L'ensemble de cette organisation de la langue des signes et du discours en langue des signes est fait pour respecter la logique visuelle. Donc cette logique visuelle veut que, notamment, on indique le nom avant ses déterminants, on indique la conditionnelle avant la principale. En général, on suit l'ordre chronologique. Pour ce qui est de la négation, on fait la proposition et à la fin la négation. Pareil pour l'interrogation. On indique la phrase et à la fin on pose la question. Avec aussi possibilité, bien sûr, de figures un peu plus complexes, notamment rajouter des propositions emphatiques en début du discours, si on veut mettre en avant tel ou tel élément. On a vu aussi que la langue des signes fait appel à beaucoup de techniques visuelles, comme par exemple le zoom, le fait de décrire une situation et pouvoir zoomer sur un élément particulier, le décrire et puis redézoomer pour revenir au plan général. Tout ce qu'on a vu sur les transferts de taille et de forme, le fait de remplacer un signe standard par sa description, par quelques éléments caractéristiques. Un élément que l'on n'a pas encore vu mais que l'on verra un peu plus tard sur la VV, et des techniques d'expression signée qui reprennent en fait les techniques que l'on trouve dans les bandes dessinées ou dans le cinéma, comme on l'a vu déjà lors de séances précédentes. Et enfin, un certain nombre de questions qui sont liées à l'expression gestuelle, comme on a vu pour l'économie gestuelle, le fait par exemple de conserver une forme de la main entre deux signes proches par économie linguistique. De même pour les signes orientables, le fait de garder un ordre précis en fonction de l'orientation des signes pour une question de facilité d'expression. Et enfin, donc, dans l'expression gestuelle, la question de la prise de rôle, ce qu'on appelle les transferts personnels, le fait de prendre le rôle d'un personnage pour l'exprimer. Donc voilà une représentation simplifiée des principes de base de la syntaxe de la langue des signes. Tous ces principes organisés autour de la vision, de la perception visuelle, de l'expression visuelle et gestuelle. Au-delà de ces questions de base sur la syntaxe de la langue des signes, de très nombreuses questions linguistiques font l'objet de débats entre chercheurs et les règles ne sont pas encore clairement définies. Comme par exemple pour la question des catégories de signes. Vous savez que dans toutes les langues, un même mot peut appartenir à différentes catégories. Comme en français, un même mot peut être à la fois, selon les cas, un nom, une préposition, un préfixe, un adverbe, etc.
De même, en langue des signes, il y a un certain nombre de signes un peu particuliers. On ne sait pas encore très bien comment les classer, dans quelle catégorie. Est-ce qu'il faut les rassembler? Est-ce qu'il faut les séparer? On ne sait pas. Pour prendre quelques exemples, il y a des signes un peu particuliers, comme le signe affaire. Euh, Quand il s'agit de traiter d'un thème, il est question de tel thème. On fait le signe affaire comme ça. Le signe chez, qui n'est pas forcément un signe locatif, mais qui est un signe d'appartenance, ou le signe touche, comme, qui signifie l'expérience. Touche finie, c'est j'ai été à, j'ai fait telle chose. Touche finie, voyage, Italie, c'est j'ai été en Italie, c'est touche finie. D'autres signes particuliers, comme le signe pot, c'est en réel, en réalité. Par exemple, je l'ai vu pot, c'est je l'ai vu en face à face, en vrai. Le signe pi, c'est le signe propre à, comme pi sourd, c'est ce qui est propre au sourd. Ou le signe fini, pour indiquer donc qu'une action est réalisée. Bon, un certain nombre de ces signes, on ne sait pas très bien dans quelle catégorie les mettre et comment les classer. Bon. Il faut donc, par exemple, déterminer donc les catégories de signes pertinentes, voir leurs rôles respectifs, voir les constructions possibles, attribuer pour chaque signe sa ou ses catégories, etc. C'est un travail très long et qui n'en est qu'à ses débuts. D'autres questions aussi sont complexes, comme même des questions simples de base, comme par exemple qu'est-ce qu'une phrase en langue des signes et comment découper les phrases en langue des signes. Je me suis amusé lors des formations d'enseignants de langue des signes de proposer un petit récit, comme on voit ici donc le dessin avec un petit ourson qui se balade. Une de ses pattes est prise dans un piège. Un chasseur entend le bruit, il s'approche, met l'ourson en joue, et le papa ou la maman ours arrive par derrière, et le chasseur s'enfuit, et le papa ou la maman ours récupère son bébé. Une des manières possibles de raconter ce récit en langue des signes est la suivante. Le premier signe, c'est bébé, ours. Il y a d'autres signes pour ours, comme avec les oreilles, mais là, il s'agit d'un conte pour les enfants. Donc, le locuteur a choisi d'utiliser plutôt des signes simples. Donc, bébé, ours, forêt. Et on voit les pattes de l'ours donc qui se promènent. Avec le visage en transfert personnel, avec le sourire, on voit donc le bébé ours qui est content de se promener en forêt. Tout d'un coup, il y a le piège qui se referme sur sa patte, et on voit le visage méchant. En l'occurrence, le visage joue le rôle du piège, qui est méchant, qui attrape la patte du bébé ours. Le bébé ours crie. Puis un homme chasseur entend le bruit et accourt. Le chasseur donc se penche vers le bébé ours en souriant. On voit le mouvement des épaules, donc pour le changement de personnage, on voit le bébé ours qui pleure. À nouveau, donc on prend le rôle du chasseur qui met en joue. Et puis le locuteur indique que donc derrière le chasseur, il y a le papa ours qui crie. Le chasseur, on voit le fusil qui est maintenu et le regard donc du chasseur qui se retourne derrière lui. On voit les poils, ses cheveux qui se dressent sur sa tête. Il part en courant et il s'en va. Un exemple de manière de raconter ce récit. J'ai posé la question à un certain nombre d'enseignants de langue des signes, sourds, en leur demandant de découper ce récit en phrases. Et beaucoup d'enseignants avaient des avis différents sur il faut couper les phrases à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Il n'est pas toujours évident, par exemple, pour une question simple de base sur quelles sont les phrases en langue des signes, il n'est pas toujours évident de découper un récit en phrases. Pour apporter un élément de réponse, en fait, un des éléments importants
pour le découpage syntaxique, c'est ce que l'on a vu sur les prises de rôle. On a vu que les transferts personnels, les prises de rôle sont très fréquents, et on le voit ici où le personnage joue le bébé ours, joue le piège, joue l'ourson qui crie, joue le chasseur qui sourit, etc. Joue le papa ours. Donc dans beaucoup de signes, en fait, le locuteur prend le rôle d'un des personnages. Et à certains moments, on voit très nettement le changement de personnage, notamment lorsque un personnage nouveau est introduit. Par exemple, le deuxième signe de la deuxième ligne, on voit donc l'homme chasseur. Il y a un nouveau personnage qui est introduit. Et là, la différence, c'est que, comme on l'a vu, dans les transferts personnels, le locuteur ne regarde pas l'interlocuteur, mais il regarde en fonction du regard du personnage transféré. Lorsque c'est, par exemple, au départ, donc le bébé ours, on voit le bébé ours qui regarde à droite à gauche en souriant parce qu'il est content de se promener en forêt. Là, le locuteur ne regarde pas l'interlocuteur. Lorsqu'on introduit un nouveau personnage, là en l'occurrence par exemple le signe homme pour indiquer le chasseur, là à nouveau le récit se coupe. Il ne s'agit plus de regarder à droite à gauche, mais on regarde l'interlocuteur pour lui indiquer qu'il va être question de quelque chose d'autre, de nouveau, en l'occurrence un nouveau personnage. De même un peu plus loin, quand il est question de derrière, il y a le papa ours qui se met à crier. Le signe derrière, là, le locuteur ne joue plus le personnage du chasseur ou de l'ourson, il regarde à nouveau l'interlocuteur pour lui signifier que un nouveau personnage va être introduit, et donc le récit est coupé, le transfert personnel est coupé, pour introduire un nouveau personnage. Donc ces endroits-là sont des endroits clairement de découpe de phrases. Bon. Voilà un des exemples. Mais beaucoup de questions de détails sur, par exemple, le découpage en phrases n'est pas très précis, pas encore résolu. Les règles ne sont pas encore très précises en langue des signes. Beaucoup d'autres questions aussi sont en débat entre linguistes, notamment sur l'ordre préférentiel en langue des signes. Est-ce que c'est plutôt sujet-objet-verbe ou bien objet-sujet-verbe? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de débats entre linguistes. De fait, si on prend un exemple, on a vu à plusieurs reprises l'exemple de personnage qui conduit une voiture. Lorsqu'on demande à un certain nombre de locuteurs sourds les différentes manières de signer cette phrase, on peut aboutir à recueillir une grande variété de types de phrases possibles, comme homme, conduire et le proforme, ou le proforme, homme, conduire avec le proforme, ou la désignation par l'index homme, conduire, etc. Vous voyez qu'il y a une grande variété de signes, d'expressions possibles d'une même phrase, enfin, d'un même thème, avec différents signes, différents ordres. Et les recherches sont loin d'être terminées sur les raisons de l'organisation de tel ou tel type de phrase, sur les ordres qui sont préférentiels, les ordres qui sont plus rhétoriques, ou qui sont plus redondants, ou qui sont, etc. Les questions d'ordre linguistique sur la langue des signes, comme par exemple là sur l'ordre des signes, sont encore l'objet de très nombreuses dizaines d'années de recherche. Donc, si cela vous intéresse, vous avez du travail pour les dizaines d'années à venir.